Alors, si vous êtes ici, c'est que vous souhaitez apprendre à optimiser les conversions de votre landing page. Dans cette vidéo, on va parler d'un framework que beaucoup de marques américaines, d'e-commerce, de SaaS, d'agences utilisent. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter ce modèle et surtout comment l'appliquer pour votre landing page avec des exemples très très concrets. Et dans un deuxième temps, je vais vous expliquer la limite de ce modèle et vraiment la limite des landing pages. Je vais vous expliquer en fait l'erreur la plus commune que commettent les marques, les e-commerce, même les prestataires de services quand ils cherchent à optimiser les conversions d'une landing page et je vais vous expliquer comment éviter cette erreur. Donc c'est un modèle que j'ai utilisé pour plus de 150 landing pages, que ce soit en termes d'analyse, en termes d'optimisation, etc. C'est une structure qui peut être appliquée pour les SaaS, les agences, la lead gen, mais surtout pour les e-commerce. Donc dans un premier temps, qu'est-ce qu'une landing page? Landing page, la traduction, c'est tout simplement page d'atterrissage. Donc une page d'atterrissage, ça peut être même une page d'accueil, ça peut être une page produit, ça peut même être une page à propos, mais le but d'une landing page, c'est de convertir. Donc forcément, une landing page, on va la designer de sorte à ce qu'elle ait, par exemple, un seul call to action, une seule offre, une seule proposition de valeur, etc., etc. Donc voilà, ça c'est une page produit, mais c'est une landing page dans le sens où c'est une page d'atterrissage où les utilisateurs peuvent arriver après avoir cliqué sur une campagne de publicité. Mais ici, on a une landing page centrée sur un produit, avec ici, vous voyez que le menu de navigation est très pauvre de façon volontaire. On a des visuels, on a de l'argumentation, on a une structure en fait qui ressemble un peu moins à une page produit classique, mais vraiment une landing page. Et je vais vous expliquer, notamment en me basant sur cette landing page, en quoi c'est vraiment une très très bonne solution pour optimiser vos conversions. Avant toute chose, ce modèle concerne surtout des bonnes pratiques en termes de copywriting. Il y en a beaucoup qui cherchent à mettre en avant le design, l'aspect esthétique, etc. Mais en règle générale, vous pouvez trouver des sources sur Unbounce par exemple, sur CXL, etc. Le copywriting a tendance à être plus important que le design. Si vous intégrez une landing page avec un design magnifique, mais avec très peu de copywriting, même pas de texte, etc., vous allez avoir un taux de conversion catastrophique. Juste une page avec du copywriting et un design très pauvre, ça peut faire l'affaire en fait. Il suffit de voir par exemple des campagnes de mail. Vous pouvez même vendre avec un Google Docs. Vous connaissez sûrement déjà le modèle AIDA, c'est un modèle assez connu en termes de vente qui peut être utilisé dans du marketing, dans de la publicité. Surtout sur des landing pages pour convertir. J'ai un problème avec ce modèle, c'est le fait qu'il soit pas assez précis, pas assez clair et pas assez centré sur les conversions. En fait, il est trop général, il est utilisable partout, que ce soit sur des posts, sur les réseaux sociaux, dans de la publicité, même sur des articles SEO, etc. Mais il n'est pas très centré sur la création, l'optimisation de landing page en termes de CRO, en termes d'optimisation des conversions. Ici, du coup, je vous présente un nouveau modèle qui prend en compte tous les critères de conversion sur une landing page. Vraiment, si vous respectez ce modèle, vous n'allez passer à côté d'aucune bonne pratique. Et donc, on va décortiquer ça ensemble, notamment avec des exemples. Donc, la première étape, c'est un petit peu comme le modèle AIDA, c'est attention. Donc, c'est le but de capter l'attention du visiteur. Et ça passe par un héros qui suscite l'intérêt. Donc, le héros, c'est la première partie de la landing page, de l'émotion et de l'approche sociale. L'attention, on peut comparer ça un petit peu au hook, au scroll stopper sur les publicités, etc. Il faut faire ça sur la landing page. Et ça passe notamment par une proposition de valeur qui résonne avec la cible, avec le visiteur de la page en question. Ici, pour vous aider, je vais vous partager un template, un wireframe que vous pourrez télécharger et qui va vous servir en fait à bien structurer votre landing page et à vous servir des différents critères du modèle. Ici, donc, on va parler de l'attention. C'est tout ce qui va se trouver notamment au tout début de la landing page, tout en haut, pour capter l'attention du visiteur, lui faire comprendre qu'il est concerné et vraiment pour susciter son intérêt et surtout à le pousser à scroller sur la page. Donc on va surtout parler de proposition de valeur. Donc une proposition de valeur qui présente votre offre de façon très claire. Si votre visiteur est intéressé par gagner X résultats, il faut le faire apparaître dans votre proposition de valeur pour que l'utilisateur se dise « Ok, j'ai envie de ça, donc je veux en savoir plus sur l'offre ». Et vous pouvez mettre ça en avant, notamment avec des chiffres, de la preuve sociale, pour encore une fois capter l'attention du visiteur et pour qu'il cherche à en savoir plus. Si on reprend ici notre landing page, on comprend clairement de quoi il s'agit. On comprend que c'est une alarme, on comprend du coup le bénéfice c'est d'être en sécurité, on a un visuel, enfin un utilisateur un minimum intéressé de la cible, avec un héros pareil, en fait il est directement accroché et il cherche à en savoir plus. Donc vraiment les maîtres mots pour attirer l'attention, c'est la preuve sociale, de la proposition de valeur et quelque chose d'émotionnel, c'est-à-dire une promesse claire, citer par exemple la douleur du client potentiel, etc., etc. Le deuxième point, c'est la visualisation. Ça, on le retrouve pas trop dans le modèle AIDA, mais c'est quelque chose qui marche très bien. J'ai effectué pas mal de tests à ce niveau-là. C'est tout simplement faire visualiser le visiteur
le résultat souhaité. Donc le but en fait c'est de projeter les visiteurs dans une situation qu'ils souhaitent atteindre, dans un processus de conversion, dans un processus d'achat du produit, etc. Là un exemple très parlant, c'est faire des avant-après par exemple pour des programmes sportifs, c'est-à-dire projeter l'utilisateur vers un résultat souhaité, ici en l'occurrence une meilleure santé, un meilleur corps, etc. Il faut pouvoir le faire sur d'autres styles de produits, que ce soit avec des SaaS, avec des e-commerce. Par exemple, si vous vendez des croquettes pour chat, peut-être montrer un chat en pleine forme, un chat qui fait, je sais pas, du sport ou des figures ou je sais pas, peu importe. Mais il faut pouvoir le faire, visualiser l'utilisateur dans un résultat souhaité. Et ça passe notamment par des visuels ou par des vidéos. J'aime bien le faire notamment en mentionnant des étapes de transformation, c'est-à-dire montrer à l'utilisateur, OK, tu es à l'étape 1, avec mon produit, tu vas passer par l'étape 2 pour ensuite avoir un résultat qui est l'étape 3. Ça permet à l'utilisateur déjà de se dire, OK, je suis à l'étape 1, donc je suis concerné par le produit, et c'est vrai que je cherche à atteindre l'étape 3. Ça permet en fait de créer une connexion, de créer des liens logiques pour que l'utilisateur comprenne clairement en quoi le produit va lui apporter des résultats. Le troisième point un peu plus concret, c'est tout simplement les bénéfices. Donc c'est ici en fait que vous allez mettre l'intérêt de votre produit, que ce soit dans un premier temps en termes de détails techniques, donc vous allez énumérer les fonctionnalités de votre produit, ses points forts, ses caractéristiques, etc. Mais surtout, mettre en valeur le résultat qu'apporte votre produit. Comme je l'ai dit juste avant avec la visualisation, c'est un petit peu pareil. J'aime bien partager ce schéma assez connu notamment chez les Américains. C'est, voilà, vous vendez votre produit, mais vous vendez aussi le résultat de votre produit. Là, concrètement, sur cette landing page, c'est directement dans le héros, facile à utiliser. Le fait que ça soit connectable en Bluetooth. On met en avant aussi son design, sa solidité, etc. Pour du SaaS comme Lemlist, ça va tout simplement être la mise en avant de fonctionnalités ici. Écrivez, personnalisez vos emails, etc. Pour des entreprises de SaaS d'ailleurs comme ClickUp, ça peut être un petit peu compliqué de mettre en avant des résultats, des bienfaits autres que des fonctionnalités techniques, etc. Mais il faut pouvoir le faire, vraiment c'est très important. Et il y a beaucoup de SaaS en fait qui tombent dans cette erreur de présenter des tas de fonctionnalités, etc. Alors que vraiment les utilisateurs cherchent avant tout un résultat, cherchent à gagner plus d'argent, cherchent à être plus à l'aise, cherchent à être plus rapides dans leur travail, etc. Ici, ClickUp le fait bien, notamment en mettant en avant le fait que ça va améliorer la collaboration. Ça, c'est pas une fonctionnalité technique, c'est un résultat. ClickUp met en avant le fait que on ait une meilleure compréhension en équipe, qu'on ait une meilleure visibilité globale des stratégies marketing qu'on met en place, etc. Automatiser le travail, donc c'est gagner plus de temps. Donc on passe des fonctionnalités, voilà, on a du time tracking, du dashboard, etc. à on gagne plus de temps, on améliore la collaboration, etc., etc. Vous devez parler des deux choses, des fonctionnalités et des résultats souhaités qu'apportent ces fonctionnalités justement. Ici dans mon wireframe, vous pouvez le présenter de cette manière-là. Surtout, essayez d'éviter les gros paragraphes bien jargonneux, bien techniques, etc. Essayez d'utiliser les listes à puces, d'aérer le texte, offrir une expérience utilisateur de lecture agréable, etc. avec des visuels qui accompagnent le texte, pas juste des visuels un petit peu génériques, un peu abstraits, etc., avec des illustrations un petit peu UI, etc. Essayez d'utiliser, par exemple, si vous vendez un SaaS, des screenshots des SaaS. Si vous vendez un produit, mettez le produit en valeur dans des contextes d'utilisation, avec des vidéos, des GIFs, etc. Le quatrième point, c'est le désir. Alors, le désir, dans ce modèle-là, on va plus parler d'accélérateur de conversion. Donc, c'est-à-dire faire monter le désir grâce à de la preuve sociale, de la crédibilité, des études de cas, etc. Le but, ça va être de rendre votre offre le plus crédible possible. Donc, ça passe par des accélérateurs de conversion. On va parler de preuve sociale, d'études de cas, d'utiliser des principes de rareté et d'urgence. Ça, c'est vraiment ce qui peut améliorer vos conversions x2. Si vous ne l'avez pas encore mis en place sur vos landing pages, ça peut vraiment faire toute la différence. Par rapport à ça, essayez d'être le plus créatif possible. Par exemple, Lemlist met en avant des études de cas de comment certains utilisateurs ont réussi à obtenir des résultats chiffrés grâce à leur outil. Ça, les études de cas, c'est vraiment, ça peut vraiment être game changer parce que c'est des cas réels et en plus de présenter, en plus de mettre en avant de la crédibilité, ça explique comment ils l'ont fait avec le produit de façon plus ou moins technique. Donc pour les utilisateurs, encore une fois, ça permet de se projeter et de se dire, ok, je vais faire comme cette personne-là, je vais utiliser cet outil comme cette personne-là, etc., etc. Si on prend des pages produits un peu plus classiques, on peut utiliser des UGC, de la preuve sociale avec des avis clients, etc. On a des photos des vrais utilisateurs, avec des avis clients, etc. Là encore, l'erreur que font pas mal de gens, c'est d'afficher des avis clients de façon un petit peu aléatoire. Le but ici, ça va être de sélectionner des avis clients qui soutiennent le produit en termes de proposition de valeur. Par exemple, ici, Série c'est ravi, comme d'habitude.
bah, ça ne dit rien en fait sur les croquettes. C'est mieux de mettre des avis clients qui mettent en avant, je sais pas, des bénéfices en termes de livraison. Ici en plus c'est un petit peu drôle, enfin mon email est passé à l'abonnement, etc. Ça met en avant le fait qu'il y a un abonnement. Ici, j'ai adopté Ziggy très facilement. Peut-être que ça met en valeur le fait que le chat s'adapte facilement aux nouvelles croquettes, etc. Vraiment, peu importe votre produit, il faut sélectionner des avis clients qui mettent en valeur, par exemple, pour des SaaS, une fonctionnalité, au lieu de mettre en avant uniquement des avis clients qui disent super produit, etc. Aussi, petit conseil, si vous n'avez pas beaucoup d'avis clients, beaucoup de preuves sociales, etc., essayez de jouer avec des figures d'autorité. Par exemple, si vous vendez un programme sportif, vous pouvez mentionner que voilà, les plus grands sportifs professionnels utilisent ce type de programme. Vous voyez, vous utilisez de la figure d'autorité sans pour autant avoir des avis clients, etc. Si vous vendez, je ne sais pas, des produits véganes, dites que ce sportif professionnel consomme ce genre de produits véganes. Ça permet en fait de rajouter de l'autorité sans avoir vraiment de preuve sociale. Donc ça peut être pas mal, surtout pour les débutants. Ici, le 5e point, on va parler de différenciation. Alors ça, c'est un élément très important, je trouve, et qu'on ne retrouve pas forcément dans des modèles de landing page classiques. La différenciation, c'est tout simplement le fait de répondre à la question « Pourquoi vous et pas un autre ?» Une fois que l'utilisateur est satisfait par vos explications, etc., forcément, il va vouloir comparer votre produit aux autres. Forcément, vous avez des concurrents directs ou indirects. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des concurrents directs. Par exemple, si vous vendez des croquettes pour chat, bah, vous avez des concurrents. Mais par contre, si vous proposez un produit un petit peu innovant, par exemple un nouveau logiciel pour obtenir des clients, eh ben, vous serez en concurrence avec des autres logiciels de prospection, avec des autres logiciels pour trouver des clients tout simplement. Et donc, vous avez une nouvelle catégorie de produits. Et même là, vous devez en fait expliquer en quoi votre catégorie de produits est mieux que les autres. Et donc ici, vous pouvez utiliser plusieurs arguments. Vous pouvez utiliser par exemple l'argument du branding. Forcément, un utilisateur, s'il apprécie la personnalité derrière le produit-service, il va trouver ça différenciant dans le sens où chaque personne est différente, chaque approche est différente, etc. Donc vous pouvez avoir un meilleur branding, une meilleure expérience utilisateur, un meilleur processus, un produit plus performant que les concurrents. Là, va falloir le prouver notamment avec des études de cas. J'aime bien le faire moi tout en bas de la page, mettre de la différenciation et mettre en avant par exemple une photo de l'équipe, mettre en avant les valeurs de la marque, les missions, etc. Ça permet de vous différencier en termes de branding. Profitez pour mettre en valeur les forces de votre produit. Là, par exemple, sur la page d'accueil de Ziggy, ici, par amour des chats, avec Ziggy, on est reparti de zéro. Vous proposez une alternative plus saine, plus responsable. Donc ça, c'est de la différenciation parce qu'ils ont une mission derrière. Vous pouvez cliquer ici sur nos engagements pour accéder à une page où l'équipe explique concrètement leur mission, leur but derrière la marque. Donc, on n'est pas sur un site de dropshipping qui cherche juste à vendre du produit. Et ça joue en fait, ça joue beaucoup et c'est même sous-estimé. Ça importe les utilisateurs, ce genre de précision sur l'histoire de la marque, etc. Si vous avez un SaaS, une formation, etc., un produit un peu plus numérique, vous pouvez le faire de façon vraiment plus directe, comme des marques comme ClickUp, qui n'hésitent pas en fait à comparer leurs produits par rapport aux concurrents, donc ici par rapport à Notion en particulier. Et vous voyez qu'ils sont très transparents par rapport à ça. C'est pas vraiment déloyal dans le sens où, enfin, ils le prouvent de façon concrète. C'est des faits objectifs. Vous pouvez cliquer ici pour en savoir plus, etc. Mais c'est une très très bonne solution, bah, encore une fois, pour être plus clair par rapport à votre proposition de valeur, etc. Et par rapport à votre différenciation concernant les autres solutions. L'avant-dernier point très très important, c'est l'objection. Donc l'objection, qu'est-ce que c'est? C'est même si vous avez en fait un copywriting bien optimisé, le landing page bien optimisé, que l'utilisateur a compris votre proposition de valeur, que c'est clair, etc., forcément, il va y avoir des craintes, des hésitations, des dernières questions que les utilisateurs se posent. Ça peut être un tas de questions vraiment. Est-ce que c'est garanti? Comment ça se passe après l'achat? Comment ça marche? Comment je vais recevoir le produit? Est-ce que c'est adapté à mon cas bien précis? Si, je ne sais pas, vous commandez un meuble, est-ce que c'est livré avec des vis? Si vous commandez un collier pour chien, est-ce que ce collier pour chien, il va avoir la bonne taille pour mon chien en particulier? Est-ce que c'est assez solide, etc. Ça va être des éléments que vous allez surtout récolter en fait avec la recherche utilisateur. Je ne vais pas en parler dans ce cours vidéo parce que ça prendrait des heures et des heures, mais en gros, vous devez comprendre vos utilisateurs, parler avec eux et essayer de voir s'ils ont des questions, s'ils ont des craintes, s'ils ont des hésitations et optimiser votre landing page par rapport à ça. Et très souvent, on fait ça avec des FAQ tout en bas pour répondre aux dernières craintes, aux dernières hésitations. Mais il faut vraiment répondre à des questions réelles, des questions que vos utilisateurs se posent réellement, pas juste des questions que vous avez en tête personnellement. Et le dernier point, c'est l'action. Donc tout ce qui va concerner les call to action, vous devez en fait proposer un call to action au bon moment, au bon endroit sur votre landing page. L'erreur commune en fait ici, c'est d'être trop flou avec votre appel à l'action. N'hésitez pas à inscrire des boutons un petit peu plus longs, ça ne coûte rien vraiment.
en termes de copywriting, surtout si vous avez des offres un petit peu précises, ici comme trouver un meilleur vol, créer mon CV, si vous avez un SaaS plutôt précis. De toute façon, en termes de call to action, le plus important, c'est qu'il soit bien entouré. Donc ici, essai gratuit 14 jours. Vous voyez qu'ici, en 4 mots, on a dit beaucoup de choses. On a dit que c'était un essai, on a dit que c'était gratuit et on a dit que c'était pendant 14 jours. Vous voyez que on aurait pu juste mettre un simple s'inscrire, même demander une démo. Alors le demander une démo, je le trouve vraiment surestimé. Tous les SaaS l'utilisent, mais à mon sens, on pourrait essayer d'être un peu plus clair. Donc ici, le essai gratuit 14 jours, je le trouve vraiment, vraiment très bon. Et ici, des éléments d'objection d'ailleurs. Par exemple, sans prospect gratuit, peut-être que les utilisateurs se disent « Ok, c'est un essai gratuit, mais peut-être qu'ils ne vont pas me laisser faire mon test avec 50 prospects, etc. » Bah là, on est clair. Aucune carte requise, ça, c'est quelque chose de très courant. C'est les utilisateurs qui n'osent pas aller tout au bout du tunnel de conversion parce qu'ils ont peur de devoir à la fin mentionner une carte de crédit. Ça peut vraiment avoir un gros impact sur le taux de conversion. Donc ça, pour savoir quel élément vous devez mettre en avant à côté de vos call to action, bah là encore, ça correspond aux objections et vous devez faire de la recherche utilisateur. Donc voilà, normalement avec ce framework, vous prenez en compte toutes les bonnes pratiques pour avoir un bon taux de conversion sur votre landing page. Normalement, rien ne sort de ce cadre. Vous devez traiter chacun de ces points et vous allez traiter 100% de ce qui peut être optimisé sur votre landing page. La première limite, c'est qu'en appliquant ce genre de framework, en travaillant votre landing page avec ce framework, c'est que vous n'effectuez aucune recherche sur votre audience, aucune recherche en termes d'analyse de données, aucune heatmap, aucun test utilisateur, aucune enquête, aucun sondage, aucune analyse comportementale, etc., etc. Le deuxième point, c'est que c'est trop générique. Il se peut qu'il y ait des landing pages qui performent mieux en ne mettant pas en avant certaines fonctionnalités, en ne mettant pas en avant telle ou telle preuve sociale. C'est un peu hasardeux en fait. Quand je vous dis que vous devez mettre en avant des bénéfices, quels bénéfices exactement? Est-ce qu'il faut mettre plus ou moins en avant cette fonctionnalité pour avoir un meilleur taux de conversion? Vous voyez que ça manque un petit peu de précision et surtout les frameworks de landing page, les templates, les checklists, les listes de points à checker, bah, c'est bien en fait pour les petits sites, mais pour les sites qui commencent à grossir avec du volume, avec pas mal d'utilisateurs, avec pas mal de chiffre d'affaires, ça ne suffit tout simplement pas. Pour optimiser les conversions en continu, il faut aller beaucoup plus loin que ça. Ici, je vous partage un visuel que j'aime beaucoup de conversion.com, donc c'est une des plus grosses agences CRO au monde. Leurs A/B tests les moins gagnants sont basés sur des bonnes pratiques. Vous voyez qu'à gauche ici, on a les A/B tests qui se basent sur les concurrents. On a les A/B tests qui se basent sur l'analytics, les tests qui se basent sur les archives, donc avec de la méta-analyse, les tests qui se basent sur de la recherche utilisateur, la psychologie, etc. Et en dernier, on a les best practices. Donc c'est bien pour les débutants, mais quand on commence à optimiser pour des sites sérieux, des e-commerce, des SaaS avec du volume et qu'on cherche à vraiment générer beaucoup de conversions sur le long terme, les bonnes pratiques ont vite leurs limites. Et d'ailleurs, les personnes qui vous promettent de doubler, tripler votre conversion juste en respectant un template, juste en respectant une checklist, juste en respectant des bonnes pratiques, c'est tout simplement impossible. En fait, en CRO, il y a quelque chose d'assez connu, c'est que aucun résultat ne peut être prédit. C'est-à-dire que impossible pour un prestataire CRO d'arriver et de vous dire, OK, là, on va minimum doubler, tripler votre taux de conversion. C'est tout simplement impossible. Sinon, l'A/B testing n'existerait pas de toute manière, la recherche n'existerait pas, et Amazon, Zalando, Nike, etc. n'effectueraient pas des milliers de tests par semaine. En fait, quand vous faites des tests et que vous optimisez en vous basant juste sur des bonnes pratiques, des avis d'experts, etc., vous prenez beaucoup de risques. Tandis que si vous liez vos tests à de la recherche, de la méta-analyse, etc., vous prenez un peu moins de risques et vos tests ont plus de fiabilité et vous avez beaucoup plus de chances d'être gagnant. Et donc la meilleure solution, c'est vraiment de mettre en place un processus CRO complet. C'est quelque chose d'assez conséquent, il faut se former, mais c'est vraiment la meilleure solution pour avoir des résultats en termes de conversion et de façon fiable, de façon propre, de façon vraiment scientifique sur le long terme. Donc le framework CRO que je vous ai présenté, il est bon au départ, mais si vous voulez aller plus loin, j'ai une formation CRO complète. C'est vraiment pour ceux qui veulent devenir experts, ceux qui veulent booster leur conversion de façon méthodique, avec un vrai processus d'optimisation des conversions, non pas centré sur l'intuition, non pas centré sur des bonnes pratiques un petit peu faciles, mais vraiment centré sur une méthode éprouvée, utilisée par les plus grosses marques e-commerce, par les plus grosses agences CRO au monde. Si vous avez suivi la vidéo jusque-là, c'est que vous êtes un petit peu motivé. Donc je vous mets cette formation à un prix réduit pendant un tout petit moment. Sachez aussi que vous ne trouverez pas d'alternative à cette formation CRO au niveau francophone. Il y a plus de 10 heures de formation, plus de 30 checklists pour vous aider. Il y a des audits vidéo, il y a des études de cas basées sur mes propres clients. J'ai déjà aidé plus de 1500 inscrits avec mes formations. Donc c'est vraiment la meilleure formation CRO en France. Je ne dis pas ça forcément dans le vent, mais juste en termes francophones, il n'y a pas de formation CRO en ligne avec de la vidéo, avec des checklists, etc. Donc je suis un petit peu le seul entre guillemets, mais c'est vraiment ce genre de formation que j'aurais aimé avoir à mes débuts. Je la mets à jour très très régulièrement, notamment avec des nouveaux contenus. Ici,
j'ai créé une nouvelle formation vidéo d'1 heure pour développer son activité de prestataire CRO, donc trouver des clients, etc. Si vous êtes un e-commerce, vous avez une formation vidéo complète sur tout le process de recherche, de priorisation, d'hypothèses, de design, de copywriting, d'A/B testing. A/B testing, c'est vraiment un gros morceau. De la gestion de l'organisation des données. Il y a aussi un gros module avec ChatGPT. Comment utiliser ChatGPT dans un cadre CRO, l'optimisation de la landing page en profondeur. On parle du X-Writing, etc. Bref, donc je vous partage toutes mes connaissances pour qu'à la fin, vous puissiez devenir expert CRO. Je vous accompagne aussi avec une messagerie personnalisée. Bref, je vous partage toutes mes connaissances que je mets en pratique depuis des années avec mes clients en termes d'optimisation des conversions. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas, j'essaie d'être le plus transparent, de répondre à toutes les questions dans les 24 heures quand c'est possible. Si vous avez une question sur la formation gratuite, n'hésitez pas. Si vous avez une question concernant la formation CRO complète, n'hésitez pas aussi. Et je vous dis à très vite dans un prochain contenu.